Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Hey, c'est excitant tout ça. J'ai l'impression que c'est un gros show télé. Il y a un quiz, il y a peut-être des feux d'artifice en direct de l'univers, je ne sais pas. Bref. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là pour cet événement, cette discussion avec des experts à l'Agence de mobilité durable en direct de Montréal. Mais vous allez voir, on a un panel qui se promène à travers le Canada et même les États-Unis. On a un invité international. Alors, je pense que ça va être fort intéressant. Je me présente, je m'appelle Marc-André Carignan. Je suis auteur et animateur spécialisé en aménagement urbain. Ça fait peut-être plusieurs fois que vous me voyez ici à l'Agence de mobilité durable. Par applaudissement, qui en est à son deuxième ou plus panel de discussion ici? Ah, ben c'est pas si mal. Et donc, on a des nouveaux visages. C'est bon, c'est bon. Bien, merci d'être là. Merci beaucoup aussi à la maison ou au travail de prendre le temps de vous connecter pour cette grande discussion sur un sujet évidemment d'actualité, celui de la technologie, mobilité et évidemment, quand on dit technologie, mobilité, collecte de données. Alors, on va se pencher particulièrement là-dessus parce que oui, avec nos téléphones cellulaires, avec les capteurs aussi qu'on peut insérer dans les villes. Vous savez, on parlait beaucoup de villes intelligentes il y a quelques années. On dirait qu'on en entend un peu moins parler. Là, on est parti dans l'intelligence artificielle, c'est comme le terme hot en ce moment. Mais reste qu'on peut capter beaucoup de données. Mais les capter, c'est une chose, les stocker, c'en est une autre, et les utiliser à bon escient, c'en est une autre. C'est aussi un autre défi. Donc, c'est un peu de tout ça qu'on va discuter aujourd'hui, puis on verra si l'intelligence artificielle, avec nos invités, se présente dans la conversation. J'ai bien l'impression que ça va en faire partie, un peu du moins. Ce sera une présentation en franglais aujourd'hui, donc une partie en français, mais on a des invités, comme je vous disais, qui viennent, une de Seattle aux États-Unis et de Toronto aussi. Donc, on aura une partie en français, une partie en anglais. On a une traduction simultanée, si jamais vous le désirez. Il y avait des codes QR à l'entrée, codes QR aussi juste ici, là, sur le bord de la salle. Donc, si vous voulez avoir accès à la traduction simultanée, eh bien, vous pouvez le faire. Avant de vous présenter nos chers invités, je pense que je vais inviter en fait Laurent Chevreau, qui est directeur de l'Agence de mobilité durable ici à Montréal. Laurent? Bonjour et merci. Je vais essayer d'attraper. Mesdames et messieurs, membres du conseil d'administration de l'agence, chers invités, ça nous fait très plaisir de vous accueillir à notre premier panel de l'année de l'agence. Ce panel, on va le consacrer à tout ce qui est lié à la donnée, comme présenté déjà. C'est quelque chose d'hyper important pour nous à l'agence. On s'implique beaucoup là-dedans. Les données nous permettent d'améliorer nos opérations. Les données nous permettent d'améliorer la mobilité. Ça nous permet aussi d'atteindre notre mission qui est de faciliter le partage des rues et notre vision de rendre la ville accessible pour tous. On a beaucoup de projets divers et variés qui jouent sur les données. On en a fait plusieurs dans les années précédentes. L'année dernière, on a par exemple mis en place des systèmes de lecture automatisée de plaques d'immatriculation pour aller capter des données sur l'occupation de la bordure et du domaine public. On a développé des algorithmes très puissants pour les analyser, les traiter. En parallèle également, cette technologie-là aussi, on l'utilise d'une autre façon, encore plus exigeante en fait en termes de technologie pour la surveillance. Notre lecture automatisée de plaques d'immatriculation, on a 2 véhicules qui circulent actuellement, puis on va progressivement desservir toute la ville de Montréal avec cette technologie-là. Ça va nous fournir énormément de données aussi qu'on va pouvoir utiliser dans le futur. Un projet qu'on poursuit aussi depuis la création de l'agence, c'est celui de l'inventaire de la bordure. Donc, c'est notre capacité à savoir exactement dans la bordure de rue où sont placées les différentes réglementations, comment est géré l'espace. Ça, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin de façon détaillée. On s'est lancé là-dedans à l'agence avec un gros projet d'avoir un inventaire de la bordure complet sur toute la ville de Montréal. Ce qui ferait de nous la seule ville en Amérique du Nord à avoir cette information-là. Donc, on défriche aussi des nouvelles façons de récolter la donnée et de la traiter. C'est des beaux défis, mais on est confiant que ça va nous permettre de dégager une grande valeur.
Donc les technologies, ça nous aide à planifier, mieux planifier l'espace public. Ça va aussi nous aider pour le futur à fournir de l'information, fournir l'information aux citoyens pour les aider dans leur choix de mobilité, évidemment aux automobilistes sur le stationnement, mais on pense qu'on peut aller aussi un cran plus loin et influencer directement les comportements de mobilité. Donc la technologie, les données, deux choses super importantes pour l'innovation, pour la stimuler. On souhaite aussi miser à l'agence, puis on est très aligné avec la Ville de Montréal à ce sujet-là, sur la transparence, sur la mise à disposition des données. Je vous parlais de l'inventaire, par exemple, c'est une richesse collective incroyable qu'on mettra à disposition librement pour tous les citoyens. Mais toutes les données aussi qu'on traite à l'agence, à partir du moment où on les considère comme suffisamment fiables et anonymes, on les rend disponibles sur différents outils. Donc, beaucoup de données pour les organisations générales, beaucoup de données en particulier pour l'agence. On souhaite aussi en obtenir plus dans le futur. Ça pose plusieurs questions. Comment est-ce qu'on utilise déjà celles qu'on a? Est-ce qu'on doit baliser différemment les prochains usages? C'est quoi les enjeux éthiques qu'il va y avoir liés à ces données? On a beaucoup de données qui pourraient être personnelles, mais on les dépersonnalise pour les utiliser. Mais plus on va en avoir, plus on va avoir ces défis-là à régler. Puis, jamais oublier que les technologies, ça doit être juste l'outil pour la réalisation de notre mission, et non le contraire. Donc, il va falloir que ça demeure toujours au service de l'intérêt public. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Donc, au nom de toute l'équipe de l'Agence de mobilité durable de Montréal, je me permets de vous souhaiter la bienvenue. Merci pour votre présence. Merci à tous nos panélistes qui vont nous apporter des éléments super intéressants. On a la chance d'avoir un très, très beau panel aujourd'hui encore. Puis, on va suivre les discussions avec beaucoup d'intérêt. Merci et bon panel. Merci beaucoup, M. Chevreau. Alors, je vous rappelle, si vous êtes familier, on a une période de questions aussi un peu plus dans la deuxième moitié. Donc, si vous voulez intervenir, demander des compléments d'informations à nos invités, vous pouvez le faire directement dans la salle. Je vais vous aviser le bon moment. Même chose aussi en ligne, dans la fenêtre de clavardage. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire à distance et on pourra donc, je vais les recevoir ici sur mon iPad et on pourra donc alimenter la conversation avec vous également à distance. Alors oui, on a un super beau, effectivement, panel. Je vous les présente à l'instant. Je vais vous inviter à monter un par un et aller vous installer. Donc, je vais dans l'ordre de la liste qu'on m'a fournie, alors ne le prenez pas mal. Benoît Balmana, qui est directeur général de IVO, un OBNL qui accompagne les villes dans le déploiement de solutions innovantes. On parle de villes de petite et de moyenne taille. Une main d'applaudissement, Benoît. Elisabeth Poirier de Foix, de Mobility Data, qui aide l'industrie à développer également des solutions avec des outils de données, directrice générale adjointe. Bonjour. Yes. Fayaz Patel du Toronto Parking Authority, qui est un peu l'équivalent de l'AMD ici à Montréal, directeur au développement du stationnement. Bonjour. Hi. Mary-Catherine Snyder de Seattle Department of Transportation. She's with us on the screen. Hi! Elle est stratège au développement. Et Nicolas Filion de l'Agence de mobilité durable, directeur principal de la technologie. Bonjour, M. Filion. Bonjour. Yes! Super. Alors, pour débuter, je pense que j'ai nommé vos entreprises, j'ai nommé un peu rapidement votre titre professionnel, mais je pense que ce serait bien qu'on apprenne un peu à vous connaître davantage et ce que vous faites concrètement dans le quotidien avec vos champs d'action. Allons-y à tour de rôle. Je commence avec vous au bout. Excellent. Bien, bonjour, merci de l'invitation. C'est vraiment un plaisir. Donc, je suis Elisabeth Poirier de Foix, la directrice générale adjointe de Mobility Data. Mobility Data est une organisation canadienne à but non lucratif. On est situé ici à Montréal, mais on a le plaisir de travailler sur une échelle internationale. On veille à l'adoption, l'amélioration de standards de données en transport collectif. Donc, pour vous donner un exemple très concret, si vous voyez votre trajet d'autobus, votre horaire de métro, le prix d'un billet dans votre application de transport, par exemple Transit, qui est montréalais, mais c'est via le standard de données que nous assumons la gestion. Donc, on fait ce travail-là à une échelle internationale. Donc, on s'assure que le standard de données est utilisé tant au Japon, en Australie qu'au Mexique. Donc, on s'assure également de la qualité des données parce qu'une fois la donnée produite, c'est important qu'elle soit d'une bonne qualité pour que, ultimement, le voyageur ou la voyageuse ait la bonne information.
Et on s'assure également de la disponibilité des données, donc à travers un répertoire, un catalogue. Donc, c'est tous des outils qu'on a mis en place ici au sein de notre organisation. Et on fait également ce travail-là pour la mobilité partagée, donc penser à l'autopartage, à Bixi. Donc, c'est un travail qu'on fait en partenariat avec beaucoup au niveau gouvernemental, au niveau municipal, les opérateurs, les agences de transport, mais aussi les applications de mobilité. Voilà, donc le cocktail de transport, est-ce que ça va jusqu'au, je sais pas, les vélos en libre-service et ces choses-là? Absolument. Même aussi, donc vraiment le cocktail dans son ensemble. Monsieur Patel, de votre côté, can you explain a little bit what you do and your actions, your everyday actions? Perfect. Thanks for having me today. My name is Fayaz Patel, and I'm the Director of Parking and EV Development for the City of Toronto. The Toronto Parking Authority, also known as Green P Parking, oversees North America's largest parking operations. We have somewhere in the neighborhood of about 60,000 parking stalls between our on-street business and our off-street business. What makes us unique is we also oversee the third largest bike share program in North America. So a lot of mobility with respect to parking, bike share, and recently we've grown to become Canada's largest municipally owned EV provider. My team is a relatively small team of individuals that we focus on looking at ways of how we can bring technology, data, and interconnectivity between different city agencies and our customers to provide a great customer experience for the residents of the City of Toronto and our visitors. Interesting. Thank you so much. Mary Catherine, on your side. Great, thanks. My name is Mary Catherine Snyder, and I'm with the City of Seattle in our Department of Transportation. And welcome to my living room. And so the Seattle Department of Transportation and our group in the curbside management team we have a small group that does, we have about 30 people in the curbside team and overall, but our group focuses on, my team, we focus on planning, program development, focus on urban logistics, neighborhood curb planning. We have a small EV charging program that we're starting up, and other kinds of project review, curb priority, that kind of work. And I will apologize if you see sunshine splashing my face at some point today. It's quite sunny today in Seattle, but I shouldn't apologize for that. It's actually very exciting. Yeah. Well, thanks for being with us. I think it's quite early for you, so you have coffee, I guess, also. 9 a.m. Yeah. Cool. And your organization, the Seattle Department, Transport Department, is it in the city itself, or it's like Agence de Mobilité Durable, or like a non-profit, or? Oh no, we're a city agency. We're all right. City. We're a transportation department. So we kind of run the gamut of traditional public works, paving, and then capital projects. Mostly, our department is kind of known for building things, bike facilities, paving roads, maintaining the city system, Cool. city transportation. Nicolas, Laurent a un petit peu volé la vedette. Là, vous avez un peu scoopé, là, mais je vous laisse. Nicolas Filion, je suis directeur principal de la technologie à l'Agence de mobilité durable. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Oui, effectivement, tout ce que a dit Laurent était vrai. C'est bon, approve. À l'agence, on est une paramunicipale, donc on est un organisme, on n'est pas directement de la ville, mais on s'occupe de tout ce qui est stationnement, mais pas seulement. On s'occupe principalement de la bordure. On fait la surveillance, on fait la vente des droits de stationnement, des permis. Vous nous connaissez pour les parcomètres, notre application mobile. On a aussi d'autres activités qui ont trait au transport à la demande. Et puis, on fait des études de stationnement. On fait de l'analyse. Donc, beaucoup de données, beaucoup de technologies. Et puis, tout ça dans le but de se partager les rues de Montréal. C'est si bien dit, d'accord. Et Benoît, bon, je le disais en introduction, donc vous travaillez avec majoritairement, je ne sais pas si c'est le cas à 100%, mais avec des villes de plus petite ou moyenne taille. Donc, vous allez rejoindre un public un peu différent qui a des habitudes peut-être de transport différentes aussi. Oui, exactement. Donc, Benoît Balmana, directeur général d'IVEO, donc qui est un organisme qui accompagne le milieu municipal dans tout ce qui est intégration, déploiement de nouvelles technologies.
On a en effet un volet de mobilité durable qui est assez fort, même si on fait des projets dans d'autres thématiques. Puis le constat qu'on a fait, puis le pourquoi d'IVEO, c'est qu'en effet, au Québec, il y a beaucoup de petites et moyennes municipalités. J'aime bien rappeler pour les statistiques qu'il y a 1100 villes au Québec, puis qu'il n'y en a que 10 qui ont plus de 100 000 habitants. Donc, vous voyez que beaucoup de municipalités sont des petites municipalités où les enjeux sont différents que dans une métropole. Les ressources aussi sont les différentes. ressources à l'interne à la Et ville donc, sont si elles ne sont pas accompagnées, appuyées dans l'identification de nouvelles solutions, ben, il risque d'y avoir beaucoup de rendez-vous manqués entre le milieu municipal et l'innovation. Puis c'est ce qu'on essaie de faire chez IVEO. Allons-y concrètement. Donc là, vous venez de me présenter un portrait un peu plus général de votre organisation et ce que vous faites au quotidien. Allons-y peut-être avec des technologies plus concrètes, des projets sur lesquels vous êtes en train de travailler qui mettent en valeur évidemment les données, notre sujet d'aujourd'hui en mobilité. Donc des projets que vous avez soit développés ou des technologies sur lesquelles repose votre organisation ou encore qui est en développement pour bien comprendre un peu, bon, jusqu'à quel point c'est prometteur, jusqu'à quel point c'est utile, mais surtout comment on rend ça, comment c'est bénéfique pour les villes et aussi les citoyens. Donc, je vous reprends au bon. OK, on repart dans l'autre sens. Ben, écoutez, oui, dans le milieu municipal, c'est sûr que toutes les décisions doivent être bien argumentées et c'est sûr que de se baser sur des données fiables pour prendre les bonnes décisions, ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours simple dans une petite municipalité là, d'avoir toutes les données qu'on peut retrouver peut-être ici à Montréal. Donc, on fait beaucoup de projets, soit d'acquisition de données ou en tout cas d'essayer d'analyser, de valoriser de la donnée. Et bon, on parlait tout à l'heure d'enjeux de stationnement. Dans les petites villes, il y a aussi des enjeux de stationnement, sans doute un peu différents que Montréal, mais c'est souvent un sujet très sensible et politique parce que les gens se plaignent en grande partie qu'il n'y a pas assez de stationnement, en principe, dans les villes, alors que quand on fait des études bien poussées, on se rend compte qu'il y en a beaucoup de places de stationnement. Elles ne sont pas toutes devant le commerce, mais il y en a. Donc, essayer de documenter à travers des processus d'analyse de données, soit analyse d'images ou comptage, d'amener une information fiable pour pouvoir démontrer vraiment sans aucun doute est-ce qu'il y a ou non un enjeu de stationnement, parce que souvent c'est très émotif le stationnement, mais quand on est capable de recueillir de la donnée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'avoir vraiment un portrait très juste de la situation, c'est plus facile d'argumenter ou non est-ce qu'il manque ou pas des places de stationnement. Donc ça, c'est un des exemples qu'on a regardé dans un sujet très proche du stationnement, mais je pourrais revenir sur d'autres initiatives qu'on fait en mobilité plus large, si vous le souhaitez. Oui, c'est intéressant. Et donc, ces données-là, à la fin, sont, oui, peuvent servir de rapport, peuvent servir d'argumentaire au niveau politique ou au niveau des organisations, mais est-ce que ces données-là sont transférées d'une façon quelconque? Je ne sais pas, diriger le trafic, par exemple, vers des places de stationnement libres, des choses comme ça? En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand les municipalités nous sollicitaient, au début, c'était un peu ça, le projet de rêve, c'était d'évaluer une situation, mettre des petits panneaux pour guider les citoyens au bon endroit. Puis finalement, quand on fait l'analyse, le diagnostic, puis qu'on se rend compte qu'il n'y en a pas d'enjeu de stationnement, finalement, c'est peut-être moins utile d'aller déployer des panneaux pour expliquer aux gens où est-ce qu'ils doivent aller. Donc, on s'est rendu compte qu'à travers une bonne prise de données, on simplifiait beaucoup les projets à déployer parce que il n'y avait peut-être pas besoin d'aller dans ces déploiements de projets. Donc, je reviens à mon idée que basé sur des bonnes données, on va pouvoir prendre les bonnes décisions et pouvoir les argumenter concrètement. Je prends 2 secondes pour expliquer. Là, au début, souvent, les gens disaient on a compté, il n'y a pas d'enjeu de stationnement. Puis, le commerçant ou le citoyen disait oui, mais vous n'êtes pas venu compter jeudi à 14h, puis là, il y avait un problème. Bon, alors c'est sûr, quand on fait un comptage manuel, il y a peut-être des trous. Là, avec les données, la technologie, on a une vue 24/24, 7 jours sur 7. C'est difficile de se faire pointer une situation qu'on n'a pas monitorée. D'ailleurs, Nicolas, corrigez-moi si je me trompe, mais vous aviez développé aussi à l'agence justement ce type de technologie où vous pouviez indiquer dans certains secteurs plus précis de la ville, comme le centre-ville, les gens qui arrivaient. Puis parce qu'on dit souvent qu'une personne sur 3, c'est ça la statistique qui circule en ville, est à la recherche de stationnement. Vous aviez aussi des technologies un peu similaires pour essayer d'aiguiller les gens sur le sujet. Oui, pour calculer le taux d'occupation, du moins. Puis c'est intéressant ce que Benoît dit parce qu'effectivement, on peut faire il y a toutes sortes de technologies qu'on déploie, qu'on utilise, mais il y a toujours une dichotomie entre avoir la donnée à un temps précis
et peut-être sur un plus grand territoire, ou avoir la donnée de façon continue, en temps réel et continue dans le temps, mais ce qui implique de déployer de l'équipement, d'installer un capteur qui est là, qui reste là. Donc, nous, en tout cas à Montréal, il y a un défi de mettre ça à l'échelle. Il y a beaucoup, on a au-delà de 17 000 places payantes au centre-ville et dans les quartiers centraux, mais on a aussi, je pense, l'équivalent de 500 000 espaces de stationnement non réglementés ou résidentiels. C'est impossible à instrumenter de A à Z. Donc, on cherche le mix de technologies pour être capable d'avoir de la donnée soit ponctuelle ou continue, et puis d'extrapoler tout ça pour, comme disait Benoît, être en mesure de prendre de bonnes décisions. I would be curious, Mary Catherine, on your side in Seattle, how do you work it out in terms of technologies and, like I would say, the key technologies that are transforming the management of public space and public parking? Yeah, well, just two quick examples. One, in our paid parking program, we have about 11,000 on-street parking spaces. And in 10 years, we have been setting, and we've had paid parking since the 40s. But in the last 10 years, we have done a regular on-street parking study, and that has gotten more and more sophisticated in terms of the technology we have to collect data. We now have a model that uses our transaction data to basically tell us at any given time how full the parking system is in a different neighborhood. And we're using that data to set our parking rates 3 times a year. In fact, we're about to adjust our parking rates next week, actually. And so, we're able to adjust rates by the season and really show data to the business districts. They appreciate that we're not just setting rates and then walking away and 5 years later being like, maybe we should adjust some parking rates. And then we're using data from the neighborhood to adjust the parking rates in that neighborhood. We also have some parking sensors or sensors in load zones in a neighborhood in downtown. And we're hoping to expand that program quite a bit. One thing with freight is that freight is very different behavior than street parking. Freight has to happen. Like, people have to deliver all the goods and services. Otherwise, the businesses can't operate. The packages, they have to get delivered. And so it's really fascinating to see the patterns of freight delivery over the times of day and times of the week, and try and figure out, well, where are loading zones necessary? Where should we put them? What hours of the day should we operate them? And, just a one day of a year study is just really, we're realizing that just hasn't anything to do with reality in terms of, it's helpful, but it's not, you're just getting one point in time. And so I think the real-time information is really, we're just starting to get that information from our downtown study with the help of some federal, USDOT federal money. And it's fascinating because so many things get delivered on any given day. And freight and urban logistics is only increasing while we're, trying to build out a sustainable transportation system. So it's getting more and more constrained as well. So we're talking about those are two examples of that going. You were talking about the parking rates that they're going to change next week, but do you use the data that you have in the traffic do you have a dynamic parking rates? Well, so we set rates by neighborhood. In some business districts, there are subzones, and then we set them by time of day. So we have a morning, afternoon, and evening rate, and then it's 3 times a year. So it's variable. I like to call it performance-based and variable. And then people call it dynamic, but it changes at the rates that I was talking about. So, which I think it's back 10, 15 years ago, it changed every 5 to 10 years. So it's certainly dynamic now. Is it the same in Toronto? We're not quite where Seattle is. We aspire to get to where Seattle is, and hopefully in the next year or so, probably 2 years, give or take. Toronto has,
Toronto's been a little bit unique in how we've approached this. About 2 years ago, we started playing with the concept of really understanding what our occupancy on street is in real time. And across the industry, you'll see things like in-ground sensors, camera-based technology, vehicles that are driving around capturing occupancy in different times. And we just wanted to have a good understanding on what it actually means and what that data can actually help support in driving decisions, changing behavior, and ultimately making the life of our customer a little bit easier on how they get from point A to point B. Last year, we started toying with the idea of sensors, and on some of the busiest streets in all of Canada, in downtown Toronto, we deployed approximately 500 in-ground sensors, and we deployed another 500 in-ground sensors in some of our off-street surface lots. And Benoit and Nicholas spoke about this, that it's very interesting to see data come across in real time. What's the reliability of that data? How accurate is it? But ultimately, what does that data and that information help drive with your end customer? Last year, we were successful in a small prototype. We were able to take the information from the in-ground sensors we put on our street, and we were able to put that on our GreenP app. Our GreenP app has approximately 2.4 million customers that use our app every single day for parking. And we wanted that information to be in their hands in real time to say, if I'm going to go from my home to the hospital, traditionally a customer would, or a person would say, I'm going to drive to that location, drive around the block a couple of times and see where I find parking. From our perspective, we said, if we had this information in real time and we can show our customers to a very high level of accuracy and credibility that parking is available on the street or any of our off-street locations, that helps not just the customer from getting from point A to point B in a more stress-free time, but it also helps with congestion management in the city of Toronto. You guys probably read in the newspapers, traffic is really bad in the city of Toronto, but it's all of these small things that layer on top of each other that ultimately make the customer's life a little bit easier, but also help support what we're trying to do from an environmental perspective. Marianne touched on something that was very interesting, the notion of leveraging historical data. If we'd processed in the neighborhood of about 27 million transactions of parking last year, think about how much data that is and what that data actually tells us. When people are parking, how long they're parking for, people that pay for parking and leave in maybe 30 minutes instead of the hour. All of these details we're now seeing from multiple sources, whether it's our transactional information that we see, whether it's actual in-ground sensors that we're looking at, whether it's cameras. And I think from Toronto's perspective, I don't think it's one or the other. I think it's a combination of trying to take pieces of very real, accurate data and putting together a story that if I'm John and I want to go from point A to point B, I can say, I have certainty that there's going to be parking in that spot. So if I want to go to a Raptors game or to a Leafs game when they beat Montreal, we have that ability to make sure that people are finding that parking spot instead of thinking, I'm scared of driving to Toronto or downtown Toronto because I don't know what's going to happen. So I think there's a combination of a couple of things that you got to put together. I don't think there's one solution that fits all. And it's always funny with Google Maps or Waze because you have the time to your destination, but once you're at the destination, you need to find parking. So you need to add 15 minutes. 100%. Je serais curieux, de votre côté, est-ce qu'il y a justement des technologies ou des éléments dont vous êtes, mettons une là, que vous êtes le plus fier, sur lesquels vous travaillez, c'est qui vraiment bénéficie aux villes et du côté des citoyens, ultimement? Absolument. Mais en fait, c'est bien que je sois la dernière. Je pense que je vais faire du pouce sur le slogan, là, se partager les rues de Montréal. Ça se fait à travers tous les types de mobilité et avec le croisement entre les données de transport collectif et de bordure de rue, de stationnement, ça peut permettre de prendre des meilleures décisions. La prise de décision au niveau de la ville est, selon moi, un des outils les plus puissants qui peut permettre d'améliorer la fluidité du transport et aussi l'expérience du voyageur ou de la voyageuse. Donc, pour nous, ça, c'est quelque chose qui est important, qui a ce qu'on appelle l'interopérabilité, donc que les différentes données puissent se parler entre elles, si on veut, qu'on fasse une meilleure analyse croisée pour ultimement avoir une meilleure prise de décision.
Je relis un peu vos témoignages, puis un peu vos expériences. Puis Nicolas a évoqué, parmi les obstacles de déploiement, évidemment, la question de la superficie du territoire, hein, et j'imagine que c'est un peu la réalité. En banlieue, des fois, c'est ça. En plus, il y a moins de concentration. En ville, il y a une certaine forme de concentration, mais c'est un territoire quand même très large, là, si on prend juste le centre-ville de Montréal. Et donc, ça semble être assez commun dans les enjeux. Nicolas, je serais curieux un peu de vous entendre là-dessus. Puis évidemment, qui dit superficie dit coût aussi de ce type de technologie-là à déployer, là. Oui, et effectivement, il y a des solutions qui marchent très bien. Fayaz a abordé il y a des capteurs, il y a des caméras, on a des véhicules équipés de kits de lecture de plaques. Il y a un paquet de solutions, c'est sûr. Un capteur dans chaque place de stationnement sur la bordure, on aurait toute la donnée qu'on veut, mais est-ce qu'on va en déployer 1 million? C'est de l'argent, il y a un coût environnemental aussi. La ville fait des travaux, donc ce n'est pas nécessairement réaliste. Ce qu'on pense, puis Fayaz y a touché un petit peu, c'est d'utiliser le bon mix. On a des données de paiement pour les places payantes. On a des capteurs à certains endroits. D'autres endroits, c'est des caméras. Il y a même des caméras de circulation dont on peut peut-être revaloriser les images pour compter les véhicules. Puis la pièce qui était peut-être manquante ou qui va peut-être nous aider dans un futur pas si lointain, c'est l'IA pour réussir à collecter, mettre en relation toutes ces données-là, puis extrapoler une donnée qu'on va être capable d'avoir pour l'ensemble de la ville. Parce que ça fonctionne sur des petites zones. On l'a fait à Montréal, Toronto l'a fait, d'autres villes l'ont fait. Si on prend un petit secteur, ça se fait, ça l'amène une très, très grande valeur. Puis maintenant, c'est de trouver comment, Peut-être quelle à grande technologie. échelle et Ouais. pas juste dans un centre-ville, par exemple, parce qu'il y a des quartiers assez denses. Ici, à Montréal, on prend le plateau. À Toronto, la même chose. Seattle aussi, là. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, l'investissement aussi, parce que ça, c'est un enjeu. Ça coûte extrêmement cher à l'achat, mais en plus, il y a la maintenance à faire, il y a l'entretien, il y a les bris. J'imagine ça aussi, ça doit être un frein quand même assez important pour toutes les villes, hein. On est tous en coupure, on est tous en train de gratter de l'argent de fond de tiroir, particulièrement aussi, j'imagine, les villes de plus petite taille. Oui, mais c'est quand même intéressant le commentaire parce que justement, les petites villes, souvent, bon, c'est pour des entreprises, hein, j'imagine qu'il y en a dans la salle et puis à l'écran, là, ça ne paraît pas toujours un marché très attractif parce que justement, peut-être le volume va être moins grand que des millions de capteurs dans une grande municipalité ou une métropole. Par contre, c'est intéressant pour aller justement tester à petite échelle parce qu'on a besoin de moins d'infrastructures, on est capable d'avoir des territoires plus petits. Et donc, souvent, on utilise les petites municipalités là, pour justement faire des tests de nouvelles technologies pour déjà démontrer à moindre coût, à moindre risque, avant peut-être de les extrapoler vers des villes plus grandes. Donc, c'est un petit côté des petites municipalités qu'on oublie toujours, mais il y a quand même une agilité aussi du fait que les équipes sont plus petites, on est plus proche des directions, le territoire est plus petit, les coûts donc peuvent être plus réduits aussi pour des expérimentations, des projets pilotes. Puis les apprentissages peuvent servir après à des déploiements plus gros. Donc s'il y a des entreprises dans la salle qui développent des technologies, justement on peut servir un peu de banc d'essai à petite échelle et puis après de transférer comme on le fait aujourd'hui là les connaissances et les apprentissages pour que après ça puisse se déployer à moindre coût, à moindre risque aussi, parce que oui, le coût, mais surtout le risque aussi hein, de l'innovation. Quand on veut dire est-ce qu'on va déployer 1 million de capteurs dans la ville, oui, c'est cher, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va donner les résultats qu'on attend? Et donc la validation à petite échelle, l'expérimentation, puis là-dessus avec l'équipe de Laurent, là, ils sont très forts là-dessus aussi sur cette idée d'expérimenter avant de déployer, parce que ça permet bien sûr de diminuer surtout le risque. C'est ça, le risque, en fait, c'est le mot-clé que je retiens. Do you feel there's a big risk when we use technologies in general? Because I have my impression, maybe I'm wrong, it can become a burden for a city, a financial burden. Yes, it can work, but even if it works and you have data, you have to maintain, you have to clean, you have to up to date the technologies, the sensors, everything. Can it become a burden for a city, Mary Catherine? Yeah, I mean that's definitely something we have to think about actually. And that's something that there are definitely sensor projects that may still be installed, for instance, in the city of Seattle that are now dormant. That I won't name. That. So I think
Yeah, so I think that's a risk. I think when you're on the cutting edge / bleeding edge, it's fun and exciting, but you also have to keep in mind that there are operations and maintenance to kind of understand what what is the next step? How does this maintain? How does this scale? So that's what, when people come to us and say, hey, we have the sensor thing, or we have this big project that we can put in this one area of your city. I'm like, that's great. I have 20 of those areas like that. How does your thing meet 20 of them? Right. And that's often the frame of mind that I take, which may mean that we don't do that kind of project because, I don't want to, we're pretty conservative in that mindset then, which means that we might not try things out that other cities in the U.S. actually have been, or Montreal and Toronto have been trying out. But so but it gives us a chance to learn from others, and so there's kind of a risk and reward that way. So you let Fayez do the test and then you adopt. Right. Yeah. Thank you all very much. Like our friends, we let our friends try things and then we learn from them, and they learn from us. No, that's it. Connection that we have. That's really interesting because also you were talking about this. You have you have a lot of promises in technologies, and you are talking about risk. And I'm sure in Toronto or any cities, you have a lot of people, data prophets that are trying to sell different technologies. So there's the risk in a way, because I think that some you have to test, and you probably have immaturity in terms of development on certain technologies, right? Yeah, Mary, she raised a great point in the sense that the technology exists. It's been around 5-10 years. Cameras are, they're advancing. But Nicholas mentioned something in terms of scale. So we have on street about 21,800 parking stalls. For me to contemplate installing 21,800 sensors or cameras in the city of Toronto is not possible. We learned from a prototype of 500 on-street sensors that coordinating with construction activity that's taking place at any given time, coordinating with weather, increments, winter snow, where we have streetcar tracks, where streetcars pass by and create vibrations. There are so many things that we've learned in our small prototype that, I think we have ground truth at a very high level of accuracy, plus minus 3-4%, that we're comfortable with. But I think to your point, one of the things that we have to remain focused on is how do you scale in a way where you can ultimately get very good, reliable information that serves your end customer or your end need. Mm-hmm. Because we can talk about cameras, we can talk about in-ground sensors, we can talk about data, we can talk about all three of them. But what's the use case that you're really trying to solve? And if you look at it through that lens, sure, you can take a chance on a third-party vendor. You can do a prototype with someone and say, hey, we want to try to solve this. Can you help work with us on it? Which we've done. And some of it has proven actually to be very valuable. Where we are now in Toronto, similar to what Marianne just said, that I have this, and I want to get to a point where I can, give the customer information on scale. But how do we get there in a reliable way? The accuracy of that information, the reliability of that information, whether it's cars with cameras driving around and capturing information, or cameras on poles or ground sensors, all of that is trying to do the same thing. But I think the problem that all of us probably face is, how do you get to a point where you can say this is a combination of a multiple number of data sources that provides very reliable information to help solve the end customer's needs? We haven't figured that out. And if someone has, we're all ears. Really interesting. You want to react? Oui, en fait, du côté du transport collectif, une des solutions qu'on a trouvées pour diminuer les coûts, entre autres, c'est la standardisation des données, d'avoir une communauté qui est en accord avec comment représenter l'information. Mais ça fait que la solution, elle est partagée. On représente le plus de cas d'usage possible.
Par exemple, on a récemment eu un vote sur une extension pour représenter les catégories de voyageurs. Donc maintenant, c'est possible de dire, bon, mais j'ai 20 ans, je suis étudiante à temps plein, donc j'ai accès au tarif étudiant. Il y a moyen maintenant de représenter ça dans une application de mobilité. Nous, quand on a fait le travail de recherche pour comprendre comment le représenter, on a pris en compte qu'est-ce qui se passe partout dans le monde. On a fait une proposition qui est simplifiée, qui est unifiée, et on répond au plus de cas d'usage possible. Donc, du côté des sensors, par exemple, une façon de diminuer le coût d'échelle, ça serait de dire on utilise un standard qui est réglementé pour pouvoir uniformiser la manière dont la data elle est créée et ensuite utilisée. Et de notre côté, une des choses qu'on a, un programme dont maintenant on est gestionnaire, ça s'appelle le Mobility Data Interoperability Principles. C'est comme un guide qui dit qu'est-ce qu'on s'attend pour avoir une donnée qui est standardisée et interopérable. On a des co-auteurs qui ont créé ce programme-là. On a des co-signataires, dont plusieurs vendeurs de solutions informatiques qui se mettent d'accord pour dire on est d'accord qu'on utilise le même type de données, le même type de standard et on se démarque avec la qualité de notre service, la qualité de notre logiciel et non pas sur la donnée qu'on va utiliser. On est d'accord qu'il y a une économie d'échelle à faire avec une donnée standardisée. Est-ce qu'il y a des enjeux, je pose la question de façon peut-être générale, sur le stockage de la donnée? Puis je fais une comparaison avec les policiers à Montréal. Il y avait eu tout ce débat avec les images vidéo qu'on peut enregistrer. Un des gros débats, c'était pas tant est-ce qu'on doit en avoir ou pas, c'est comment on va stocker cette donnée-là. Là, en plus, c'est de l'image vidéo, donc c'est très pesant. Donc, il y avait toute la question de stocker ça, les serveurs que ça prenait, les gens que ça prenait pour transférer les données. Puis après ça, la question, évidemment, éthique. Qu'est-ce qu'on fait avec les données? Comment on les garde? Donc, toute la question éthique. Est-ce que c'est un enjeu en mobilité ou plus ou moins? Je peux répondre en tout cas de quelques projets qu'on a fait où oui, il y a plusieurs municipalités au début qui nous disaient on ne veut pas forcément déployer des caméras dans la ville pour ces enjeux-là, mais aujourd'hui, les technologies ont quand même évolué où on peut traiter la donnée directement dans la caméra, prendre la donnée qui nous intéresse, puis au lieu d'envoyer une image, envoyer juste la donnée. Donc, ça vient simplifier tous ces enjeux. Le puis poids de la en donnée. plus, oui, donc les policiers, c'est peut-être pas pareil parce qu'on a peut-être besoin de revoir des séquences vidéo, mais quand on parle de plaques ou de comptage ou d'analyse d'images ou de détection de comportement, on peut juste extraire la donnée qu'on a besoin et puis l'image, elle disparaît tout de suite. Donc ces enjeux-là, les technologies ont évolué pour adresser ces problématiques parce que oui, il y a certaines villes qui disent moi, je ne veux pas avoir de caméra parce que je n'ai pas envie que les citoyens pensent qu'on les surveille toute la journée. Donc, les technologies sont conscientes des enjeux, des besoins, puis les entrepreneurs sont très créatifs. Puis souvent, ils essaient de s'adapter aussi, puis de répondre bien à ces problématiques-là. Donc, c'est un exemple que je peux donner là, qui répond à cette question-là. Mais c'est très intéressant, la question du citoyen, parce que oui, on veut ultimement aider le citoyen à être, on le disait tantôt, d'aller d'un point A à un point B, puis d'être plus efficace dans son déplacement, mais il y a le côté Big Brother aussi qui inquiète beaucoup de gens, parce que là, de plus en plus, avec nos téléphones partout, on est épiés constamment, beaucoup d'entreprises collectent nos données, les revendent, il y a toutes sortes de réalités. Justement, j'ai l'impression qu'il y a un travail aussi de médiation, peut-être un peu à faire entre le développement de technologies pour aider le citoyen versus le côté éthique, tout ce qui entoure la technologie, Nicolas? Effectivement, il y a une dimension, une acceptabilité sociale à aller chercher. Puis, on est des organismes publics, donc pour moi, c'est d'autant plus important de traiter de façon responsable les données, respecter la vie privée, les renseignements personnels. C'est vrai, quand on met une caméra, il y a toujours le potentiel d'avoir des images, ça peut être sensible. On a la loi 25 au Québec qui est venue moderniser toute la réglementation sur le traitement de ces données-là. On a des obligations aussi. C'est important de tout ce qu'on déploie, de s'assurer qu'on on gère ça de façon très, très responsable. Puis la première chose à faire dans tout ça, en fait, c'est de savoir l'air fou, étant donné le thème du panel, mais c'est de ne pas collecter la donnée. Si on n'en a pas besoin, ça ne sert à rien de l'avoir. Des données, ça vient avec toutes sortes d'enjeux, de contraintes. Les coûts infonuagiques pour stocker ça, on peut perdre le contrôle rapidement. Il y a un coût environnemental.
Si c'est des données personnelles, il faut faire attention à ça. Donc, étape numéro 1, si on n'en a pas besoin, c'est de ne pas la collecter ou de la supprimer quand elle n'est plus requise. Si elle est requise, ben, il y a toutes sortes de mesures d'atténuation aussi qu'on peut prendre. La compresser, faire des sommaires, garder seulement des sommaires, flouter les visages sur des photos, dépersonnaliser les données. Et puis, Beaucoup de travail, quand même. oui, ou traiter justement ce qu'on appelle le edge computing, là, traiter ça localement dans la caméra, puis recevoir juste une donnée traitée qui n'a plus de données personnelles, qui est beaucoup plus petite. Donc, c'est énormément de paramètres, mais je pense que ce qui est important de retenir, c'est qu'en bout de ligne, c'est possible de le faire de façon éthique, responsable et en respect de la vie des gens, mais ça demande plus d'efforts. Fayez, I saw you reacting when Nicolas was talking. I don't know if you were reacting the environmental cost or. No, we face a very similar situation in Toronto where the city of Toronto, looks at people that drive through red lights, speeding cameras, stuff of that nature. We're not involved in that space, but we've been looking at how camera-based systems are so advanced now that they can pick up so much information. And Nicholas raised a very good point that you have to ask yourself, what are you really going to do with that information? It's great that you can get all the data, but what's the actual use case for that data, and how does that actually help solve any problems? More times than not, we err on the side of caution in Toronto, where we take personal data very, very seriously, whether it's payment data, whether it's images that we're capturing based on-street parking closures that are impacting our parking stalls, or someone's license plate in our off-street surface lots. All of these data points can tie back to an individual. And, I think the argument that we're still trying to figure out is, it's great that technology can capture all this data, but how are we making sure that we're only collecting what we need to solve an actual use case, and how are we then protecting that data? Because, obviously in Canada, we have very stringent privacy, data security regulations, and we want to adhere to that. So it's more just to that point. Mary Catherine, you want to react? I think so. The city of Seattle has a strong privacy program. We were one of the first cities with a surveillance ordinance that's pretty strict, and I would gather similar to similar to the Toronto, Montreal examples. The other side of this kind of like technology and advanced technology is having the staff in-house and the systems in-house that have the capability, the technical, analytical capability in the systems to be able to run them. And I think, one of the challenges that, the local governments, and I think, in our situation and other cities in the U.S. that folks that I've talked to, is just building up that service and that team that is also challenging. It's just like legacy on the curb space side, or just building up that kind of technical awareness, getting rid of legacy systems, and just being able to manage this kind of new tech in-house, and not entirely rely on what the third-party vendor is telling you, not relying on and not giving away what is actually city-owned data. Like, this is city right-of-way, and so this is city signage, city data, and we don't want to sign it away to a third party or a large third party in some cases. And so, those are also challenges, and that outside of the privacy kind of surveillance thing. And, and I also just say that, and also it always comes down to, in our group, of like, our mission is about safety and climate and equity. And so how are we meeting all of those goals with what we're trying to do? And as long as we're doing that, then if we can explain that, then I think, we're putting the camera up in the right way. Right. So.
Je reviens à vous, Elisabeth, dans un instant. Je veux simplement mentionner que je vais passer aux questions du public dans quelques instants. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même chose pour vous. Si vous nous écoutez à distance, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions virtuellement. On va pouvoir y répondre dans quelques instants. Elisabeth, je reviens à vous. Je voyais votre tête hocher pendant toutes les conversations. Je pense que vous avez beaucoup à dire. Bien, en fait, je réfléchis toujours à faire le parallèle avec ce que nous, on fait du côté du transport collectif ou de la mobilité partagée. Je pense qu'un des avantages du format donné GTFS, GBFS, c'est que c'est un modèle de gouvernance qui est très ouvert, mais qui a toujours en tête la protection de l'individu. Donc, par exemple, en mobilité partagée, on a l'idée de quelqu'un qui débloque une trottinette devant un commerce pour se rendre à sa maison. Évidemment, on ne veut pas être capable de comprendre que la personne est partie du commerce A pour se rendre à sa maison et faire de lien parce que la donnée pourrait être accessible puisqu'elle est ouverte. Donc, on a contourné ça en faisant une rotation d'identification de la trottinette. Donc, c'est maintenant impossible de lier un utilisateur avec la trottinette. Donc, il y a des façons de faire, même dans des données qui sont ouvertes, pour protéger l'utilisateur. Donc, à chaque fois qu'on travaille dans ce genre de projet-là, notre première considération est toujours est-ce qu'on protège l'utilisateur d'abord, puis ensuite, on va travailler avec l'opérateur et avec la gouvernance du standard. Mais ça, c'est intéressant. Je peux peut-être la lancer de façon générale, la question, parce que la collecte de données, vous la faites pour vous, pour vos travaux, vos technologies et autres, mais est-ce que justement, parler de open data, donc de données ouvertes, est-ce que vous l'utilisez dans les villes, ces données ouvertes-là, pour utiliser je veux dire, le génie créatif, là, donc les gens des développeurs X qui pourraient vous aider à créer en parallèle d'autres applications, d'autres technologies. On sait que c'est de plus en plus, la donnée ouverte, les villes essaient de libérer des données de temps en temps. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez à Toronto, Seattle, Montréal? Oui, je peux répondre pour Montréal. Évidemment, à l'agence, on a certaines données qui sont des sous-produits de nos activités qu'on produit puis qu'on ouvre en données ouvertes. D'ailleurs, on lance la semaine prochaine un portail en données de mobilité qui va être disponible sur notre site web et qui va être un endroit pour retrouver non seulement nos données qui sont générées par l'agence, mais on va aussi chercher d'autres données, les GTFS ou des données qui viennent de la ville, Bixi. Notre objectif, c'est il y a beaucoup d'utilité à ces données-là. Il y a beaucoup d'utilité à nos données. Mais là où on va chercher vraiment de la valeur, c'est quand on met ça en relation puis on est capable d'analyser de façon croisée de tout ça. Donc, oui, il y a beaucoup de valeur, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Par contre, souvent, c'est un peu aride, c'est dur à utiliser ou ça demande peut-être d'être un développeur. Donc, à l'agence, on s'est donné aussi la mission de faciliter l'accès à l'information sur le stationnement, la mobilité de cette façon-là. À Toronto, est-ce que do you use the open data? Do you use citizens' creative energy to help you? So we're not there yet. We're on the cusp of it now. Okay. The last 2 years, we've been focused really on getting reliable data that we're helping to obviously improve our operation first and foremost, look at ways on how we can help our customers. And now we're at a point where we're saying, well, we have a lot of very valuable data from various sources that we think can play a role in helping people in their day-to-day lives. And how we now share that publicly is something that I think probably by the end of 2025 or early 2026, we're probably going to be making much more strides in. So a little bit early for us, but we're getting there. Cool. What about Seattle? Yeah, so we've had an open data program probably for about 15 years. And then Seattle's fortunate in that we've had a long time asset management program. So we know where all of our parking signs are, our traffic signs. We have a large scale asset management program, and it's all on our open data program. I would actually say that, for our real interest and my focus when I push our open data, the GIS signs and all of the parking transactions that are up there, is that, it's for research. I mean, we get, a lot of researchers and students or professors, but also companies. I mean, so what if that, and I'll just shout out Google Maps or Apple Maps. I mean, what if they could take, and it's in a standard, there's a curb data standard that Open Mobility Foundation has. If we're able to get all of our curb data
in the curb data standard, and other cities are working on that as well, and we have it all available, well, then, could these mapping services take that data, make our data available, and then people, instead of, driving around, driving to their destination and then looking for parking, they actually know where on-street parking might be available. Or the freight delivery, they know where the load zones are, and they might even get availability information if there's sensor data. So I think that's, to me, it's a research components for science, and then but also more of the third-party logistics, dispatch, and kind of on the transportation. How do we reduce traffic congestion? And those are bigger, kind of better, I would say, reasons for the city to really promote and push this data. It's also just a great way to serve public disclosure. We get requests for this information. I'm like, it's great. It's online already. So if people are wondering why they should do it, that's one of the reasons. Not to be cynical about it, but. Je parlais d'utiliser les gens, l'énergie créative des gens pour justement aider les travaux. Bien, je vais le faire ici aussi. Je vais utiliser l'énergie créative. J'aime ça me tourner vers l'assistance parce qu'on a des gens qui souvent sont du domaine ou ont un sujet, ont un intérêt marqué pour. Ah non, sauvez-vous pas, on voulait votre question. Ah, OK, d'accord. Bon, super. Oui, donc, je me tourne vers vous. N'hésitez pas, peut-être juste vous nommer quelle organisation. Puis, moi, j'ai encore plein de questions. Hein. Je peux continuer encore longtemps. Si vous avez une question en particulier pour un intervenant précis ou tout ça. Moi, je peux continuer encore longtemps. Monsieur, ici à l'arrière, bon, super. Merci. Bonjour. Ah, super, ça marche. Merci beaucoup à tous. C'est super apprécié de vous avoir ici. Benjamin de l'Agence de mobilité durable. J'ai une petite question au niveau surtout de la rapidité de l'arrivée des différentes technologies. On pense surtout à l'intelligence artificielle. La technologie, elle arrive de tous les côtés super rapidement. Comment que les organisations, les villes peuvent s'adapter à des technologies qui sont au goût du jour et sans devenir arriérées après seulement 2 ans qu'une technologie est déjà rendue un peu trop vieille. J'aimerais vous entendre un peu là-dessus à travers les villes. Intéressant. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de sollicitations actuellement sur des projets qui utiliseraient de l'intelligence artificielle. Là. Puis, il faut vraiment différencier celles que les municipalités vont déployer elles-mêmes, puis celles où elles vont acquérir des solutions qu'utilisent l'intelligence artificielle. Là, parce que le niveau de complexité puis de ressources et d'expertise n'est pas du tout le même. Là, donc, c'est sûr que dans les petites municipalités avec qui on travaille, on est plutôt dans une logique d'aller chercher des nouvelles applications qui vont intégrer cette intelligence artificielle. Puis je peux donner un exemple en lien avec la mobilité. Là, en région, là, il y a souvent beaucoup moins de données de mobilité, là, parce qu'il n'y a pas d'autobus, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de trottinette. Là, donc, c'est peut-être des fois un petit peu plus compliqué pour prendre des décisions d'aménagement du territoire, de pistes cyclables et autres. Puis là, on voit arriver là, toute l'utilisation de ce qu'on appelle les traces GPS, là, donc des données massives sur le déplacement des gens qu'on acquiert justement à travers des applications comme Météo, Média ou autres, que tout le monde est content d'avoir. D'ailleurs, les gens peuvent se désabonner s'ils n'ont pas envie, mais en principe, les gens contribuent à l'acquisition de ces données. Donc là, c'est beaucoup de données de déplacement qu'on peut justement, avec l'intelligence artificielle, la gestion de données massives, extraire vraiment des routes les plus utilisées, les points origine-destination, même s'ils sont floutés là ou autres, les plus utilisés pour justement amener la municipalité à dire OK, là, on se rend compte que ça vaudrait la peine de mettre une piste cyclable à tel endroit ou telle affaire, ou peut-être même simuler l'arrivée d'un grand industriel dans la ville qui va générer peut-être 2-3 000 déplacements supplémentaires. Comment ça va impacter la ville? Donc, ce n'est pas la municipalité qui va le développer elle-même, mais elle va par contre profiter de tous ces apprentissages pour, encore une fois, prendre les bonnes décisions, les bons choix, parce qu'ils vont être argumentés et puis on va avoir les bonnes données pour prendre la bonne décision. Mais la question est intéressante aussi sur les modèles d'intelligence artificielle, parce qu'on le voit en ce moment, il y a une grande guerre entre les différents
que ce soit ChatGPT ou Gemini ou je pense que c'est Control avec Microsoft, iControl, bref. Donc, il y a beaucoup de modèles qui se développent, beaucoup d'entreprises qui travaillent là-dessus. Fait qui aura le dessus, qui aura le modèle plus performant, DeepSeek aussi en Chine. Bref, j'ai hâte de voir où ça s'en va, tout ça. I have a question from Samuel. The question is in English, so I'll do it like this. My question is about inter-municipality mobility data sharing. What will be the incentives for municipalities to share its mobility data with other municipalities and under which conditions? So, si je la traduis rapidement, là, la question, c'est intermunicipalité, parce que c'est quand même intéressant aussi entre les régions et des fois, il y a des gens qui travaillent dans le village d'à côté, dans ci, dans ça. Donc, il y a beaucoup de... L'intermunicipalité est assez important. Donc, quels seraient les incentives, on pourrait traduire ça par les conditions gagnantes ou inciter les gens ou les municipalités à partager leurs données pour créer peut-être une mobilité plus régionale. Nicolas, oui. Déjà en partant, je suis sûr qu'Elisabeth va avoir de quoi dire, mais il y a très peu de bloquants. Là. On n'a pas des entreprises privées en compétition. Les villes ne sont pas des compétiteurs. Puis on a déjà beaucoup d'échanges avec... en tout cas, nous, Montréal, on fait des échanges avec beaucoup de villes au Canada, Toronto, par exemple, Seattle aussi aux États-Unis, pour essayer d'apprendre des bonnes leçons apprises, échanger des données, tout ça. Nos données sont par définition dans le secteur public pas mal en données ouvertes. Donc, il y a très peu de bloquants en partant. Après ça, peut-être pour des incitatifs, je ne sais pas, je peux peut-être laisser mes collègues. Incentives, ouais. Fayez? Yeah, I think it's a great question. Nicholas touched on it. The beauty of operating within a municipal environment where we're looking at mobility, multimodal ways of transportation, parking, bike share, EV charging. We're not competing with other municipalities. I'm not looking at Nicholas and saying, what's your top line revenue at the end of the year? You know, how much money are you guys making? We're looking at it as, you know, Nicholas and the team in Montreal, they probably learned very valuable lessons on what they've already done. Same with Seattle, same with Vancouver, same with Calgary, same with folks in the United States. In Toronto, we have a very firm belief that we're not experts in the parking industry, but we can leverage people that have a great understanding and a great historical knowledge of what they've been doing that we can leverage information from and leverage actual use cases from. We don't see it in any which way as a competition. We actually are open to sharing our lessons and, you know, providing insights that someone else can leverage on their end. I think that's the really cool part of being able to operate within a municipal framework where it's not a competition. It actually is helping drive improvements for our customers, whether it's in Toronto, Montreal, Seattle, or anywhere. Je vais vous laisser le mot de la fin, Elisabeth, parce que le temps est écoulé. Mais là, comme Benoît vous a lancé, vous a tendu la perche, vous n'avez pas le choix. Je vais faire ça rapidement. Je pense qu'en principe, il n'y a pas de barrière. Je pense qu'en réalité, il y a des barrières parce que les villes me semblent plutôt... Quand je parle avec les villes, elles sont protectrices de leurs données. C'est quelque chose qui est précieux, une donnée. On a travaillé fort à la créer. Pourquoi est-ce que je devrais... Le travail de collaboration entre les différentes villes n'est pas toujours évident. Des fois, les ressources sont limitées. Ceci dit, en principe, tout le monde est d'accord. On devrait être capable de se parler, de partager nos données. Après ça, il y a aussi les défis technologiques. Par exemple, la donnée standardisée, c'est tout récent qu'on soit capable de représenter dans le GTFS, le cross-feed transfer qu'on appelle. Donc, c'est possible maintenant de dire, OK, je pars de telle région de Toronto, je me rends à l'extrémité de la ville, je viens de traverser 3 agences de transport différentes, mais je peux y aller avec un seul billet de transport. On se rappelle que la RTM a, je crois, 400 types de transport. Je ne veux pas dire un faux chiffre, mais c'est un défi immense de représenter ça dans une donnée qui est standardisée. Comment est-ce que les différentes agences se parlent? Donc, le défi est là, mais la volonté, elle est très présente. Puis ça va être la solution à arriver. Ça va être ça qui va nous permettre d'arriver à une solution en commun. Ah, le mot de la fin. J'adore ça. C'est très bien. J'aurais le goût de continuer. Je vais avoir une référence que Marie-Catherine et Fayez ne comprendront pas. J'allais dire, je vais faire mon Jean-Marc Parent. On défonce! Non, je pense qu'on va s'arrêter ici, mais fort intéressant. Merci beaucoup à Benoît Balmana, Elisabeth Poirier-Defoy, Fayez Patel, Marie-Catherine Snyder et Nicolas Filion. Merci beaucoup de votre expertise. Bonne main d'applaudissements.
Merci à vous aussi d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Merci aussi à la maison si vous avez pris le temps de vous connecter. Je dis la maison, mais je télétravaille, bureau peut-être aussi. Ça a été un plaisir. Je vous invite à suivre évidemment les réseaux sociaux de l'Agence de mobilité durable pour les prochaines activités de ce type, animation de panel et autres. Ben voilà, donc les réseaux sociaux. Je m'appelle Marc-André Carignan, puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.